Je vous remercie de tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter en personne, dans le cadre de Creative Mornings en particulier, un lieu qui m'est très, très cher, professionnellement, mais personnellement aussi. Et j'espère que vous pourrez l'apprécier dans cette visite, accompagné de Jimmy et Olivier aussi, qui vous parleront un peu du lieu d'une autre perspective que la mienne. J'aimerais commencer peut-être avec une petite introduction sur l'Art déco, parce que ce lieu-ci est reconnu comme étant un lieu unique du style Art déco au Canada, mais avec une reconnaissance internationale qui grandit assez rapidement aussi. Et vous parlez un petit peu de l'architecte, donc Jacques Carlu, qui a conçu ce lieu-là, les espaces du 9e que vous allez visiter, qui est maintenant un lieu classé au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et c'est assez rare qu'un lieu, que des intérieurs sont classés sans que l'ensemble d'un bâtiment soit classé. À ma connaissance, c'est le seul lieu intérieur classé au Québec. Alors, quelques mots sur l'Art déco pour commencer. D'abord, l'Art déco, c'est un style qu'on connaît à peu près tous un peu. On a tous une image qui nous vient en tête quand on entend ce terme-là ou ce nom de style-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étiquette Art déco est née en des années 60, donc bien après les lieux qu'on visite et qui sont d'Art déco. Cette étiquette unique-là est apparue assez tard avec des historiens de l'architecture qui étudiaient cette période-là, mais qui, au départ, était peut-être quelque chose d'un peu plus hybride que ce qu'on comprend maintenant. Alors, initialement, le grand moment de naissance de l'Art déco, c'est l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Pour donner son nom complet, c'est assez important d'avoir l'ensemble. On y réfère souvent comme exposition des arts décoratifs, de 1925, qui était une amalgame d'une foire commerciale. Donc, les grands magasins comme Printemps ou les Galeries Lafayette au Bon Marché avaient leur propre pavillon. Mais c'est un peu comme les expositions universelles ou internationales qu'on connaît maintenant, avec des pavillons construits spécifiquement, thématiques, des grands magasins, mais aussi des pays qui envoyaient une représentation sur le niveau d'évolution des arts décoratifs dans chacun des pays. Ça a été un moment très crucial parce que c'est dans les années 20, une période de boom économique, de grande croissance commerciale, particulièrement autour des grands magasins, et aussi de transport, de tourisme. Donc, un moment qui permettait à une grande initiative commerciale et de design de se déployer à l'international. Donc, très rapidement, l'Art déco est devenu un style international qui était conjugué de façon un peu différente de pays en pays. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Il y a ce qu'on retrouve quand on voit des photos d'époque de l'exposition, c'est qu'en fait, il y avait un amalgame d'un paquet de choses et ce qu'on connaît comme l'Art déco maintenant n'était pas encore cristallisé. Ça va prendre quelques années. Et à l'époque de l'ouverture du 9e ici, on commençait vraiment à avoir une maîtrise de ce qu'était l'Art déco et on pouvait produire des espaces et des designs dans ce style particulier-là dans les fin des années 20 et des années 30. Globalement, qu'est-ce qu'on y retrouve comme étant principe de base? Bien, une simplification d'une architecture traditionnelle néoclassique. On pourra peut-être plus en parler en détail dans la grande salle, ce sera plus évident. Donc, on essaie de moderniser des traditions tout en intégrant des grandes tendances de l'art moderne. Donc, parfois, on a un aspect un peu cubiste dans ces espaces-là, dans ces décors-là, de l'ornementation qui devient de plus en plus géométrique ou abstraite, par exemple. Donc, c'est une façon d'amener une tradition dans une nouvelle tendance d'avant-garde, influencée par l'avant-garde, mais qui parfois ne va pas jusqu'à l'avant-garde. Et ça, on pourra aussi en reparler dans la grande salle. Donc, le concepteur, Jacques Carlu, est un architecte français, né en 1890, qui, lorsqu'il a été engagé pour faire le projet ici du 9e étage du magasin Eaton, qui était en agrandissement, on ajoutait 3 étages à l'époque, au-dessus des 6 étages précédents, et a aussi été engagé pour faire à peu près la même chose au Grand Magasin de Toronto. Dans ce cas-ci, on avait un grand restaurant. À Toronto, c'était plutôt un auditorium avec un salon de thé, une formule un peu différente. Il avait, donc à cette époque-là, c'était ses premiers grands projets en tant qu'architecte. Il avait passé une dizaine d'années déjà aux États-Unis. Donc, bien qu'il était un architecte qui avait suivi la formation traditionnelle de l'École des beaux-arts, c'est un homme assez cosmopolite qui est allé travailler très tôt en Roumanie, en Angleterre
et aux États-Unis. C'était aussi l'époque où l'École des beaux-arts s'internationalisait. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient à l'École des beaux-arts. Donc, il s'est fait des amis américains et très vite, il est allé travailler à Pittsburgh avec Raymond Hood, qui est un grand architecte de la même époque aussi, et qui était son bon ami. Donc, ça l'a amené aux États-Unis un peu avant les années 1920 et il s'est mis à enseigner. Donc, il est devenu professeur rapidement à MIT, au Design Institute de New York. C'était un grand pédagogue, très apprécié de ses étudiants, ce qui fait que ça a retardé un peu sa carrière professionnelle d'architecte. Donc, il est venu un moment après les grands projets ici à Montréal où il a décidé de mettre tout ça de côté, de rentrer en France, de se concentrer sur son travail d'architecte, travail professionnel d'architecte. Et c'est à ce moment-là qu'il a travaillé sur sa grande œuvre, qui est le Palais du Trocadéro à Paris, donc ce grand bâtiment qui se déploie au pied de la Tour Eiffel, qui est aussi un des grands exemples internationaux de l'art déco. Bienvenue ici, vous êtes au restaurant Île-de-France et derrière vous, vous avez le bar à cocktail French Line. Ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ensemble, on va faire un bond dans le passé. Vous êtes dans un bâtiment qui s'appelle le Centre Eaton, de la famille Eaton. La famille Eaton est une famille d'origine irlandaise qui est arrivée dans les années 1860 au Canada, précisément à Toronto, et qui ont développé des commerces de détail qui ont eu énormément de succès dans tout le rest of Canada, le Canada anglophone. Dans les années 1920, ils s'intéressent à la capitale économique du Canada, qui était alors Montréal. Et ils décident, comme l'a dit Georges tout à l'heure, de faire l'achat de ce bâtiment et d'y construire 3 étages. À l'époque, au conseil d'administration, il y avait une femme forte, Lady Flora Eaton, qui voulait absolument que ce lieu-là soit différent de tous les autres. Et que cet espace au 9e, qui était un espace de réception, soit aussi différent pour attirer toutes ces grandes fortunes qui avaient tout connu. Elle cherche, elle cherche, elle cherche, et là, elle trouve la réponse à ces questions lorsqu'elle participe à l'inauguration du paquebot Île-de-France, venez voir, il est ici, qui était un paquebot, le flagship, comme on dit à l'époque, de la société French Line, qui apprêtait tous ces bateaux et qui était pour la première fois, comme l'a dit Georges tout à l'heure, dans le style art déco, notamment de la salle à manger de sa première classe. Quand Lady Flora Eaton a vu ça, elle a dit « Je veux ça, c'est ça que je veux !» Et donc, elle s'est tournée en disant « C'est qui a fait ça ?» Et là, il y a Jacques Carlu est arrivé en disant « C'est moi, c'est moi !» Et il a dit « Parfait !» Et comme l'a dit Jacques, ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il avait cette double culture européenne et nord-américaine qui a fait qu'immédiatement, avec Flora Eaton, ça a matché, comme on dit aujourd'hui, et que ça a donné la photo que vous voyez ici, qui est cette fameuse grande salle que nous allons visiter et qui est devenue, dès le 31 janvier 1930, a eu un succès incroyable. A eu un succès incroyable pour 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, la décoration était avant-gardiste. Comme l'a dit Georges, on se rappelait énormément de ces grands magasins qui étaient les Galeries Lafayette, le Printemps. Nous sommes dans un grand magasin. C'est bien d'avoir quelque chose de beau, mais si en plus ça peut être utile, parce que les personnes qui venaient manger à midi, toutes ces plus grandes fortunes, venaient faire leurs affaires, mais une fois que ces messieurs avaient quitté, ces dames pouvaient venir seules, ce qui était interdit quasiment à l'époque. Regardez les couleurs des murs, tout est pastel, tout est très féminin. Le 9e, on aurait dû l'appeler la 9e. Tellement c'était un lieu où les femmes pouvaient venir en toute sécurité. Avec grand plaisir, avec leurs filles et leurs petites filles. Il y a des histoires incroyables de Montréalaises qui, lorsqu'on a réouvert, sont venues en disant « Mais c'était là que je venais avec ma grand-mère » et ils en avaient les larmes aux yeux. D'avoir vécu ces moments-là l'année dernière, c'était juste absolument magique. Et progressivement, de salon de thé en défilé de mode en défilé du Père Noël, c'était vraiment un lieu événementiel incroyable. Jusque dans les années 60. Dans les années 60, révolution tranquille, migration des grandes fortunes vers Toronto, ce lieu se démocratise pour devenir un lieu de réception pour tous les clients du Centre Eaton.
Vous avez sur YouTube et surtout sur le site de l'ONF un documentaire qui est magnifique, qui s'appelle Les Dames du 9e, que je vous conseille vraiment d'aller regarder, de toute cette époque des années 60 à 2000, sur ce lieu, sur ces clients qui venaient non pas pour la nourriture, mais pour les serveuses. Je ne veux pas aller à telle table, je veux aller avec telle serveuse qui me sert depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il y a des témoignages de ça, vous en aurez les larmes aux yeux, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Jusque dans les années 2000. Et dans les années 2000, avec la faillite du centre Eaton, le 9e ferme, et tout d'un coup, cette chape de plomb, comme l'a dit Georges, tombe, puisque le lieu est classé patrimoine national et que Ivanhoe Cambridge, qui en est devenu le propriétaire, ne pouvait pas faire de travaux sans apporter la garantie en gouvernement que les travaux ramenaient le lieu exactement dans l'état d'origine, alors que les plans avaient été perdus, alors que certains matériaux n'étaient plus disponibles. C'est pour ça que pendant 20 ans, il y a eu un moment comme une grosse boîte noire, avec énormément de choses qui se sont passées et qu'on va vous raconter, mais qui sont incroyables et, entre guillemets, pas connues du public. Tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à là n'était que le prémisse à ce que vous vivez maintenant. On vous a même réservé quelques petites surprises. Donc, on s'est déjà présenté, Georges Drolet, l'architecte, directeur des ventes, et ce monsieur, sachez que vous êtes chez lui. Ce monsieur représente Ivanhoe Cambridge, propriétaire de tout le bâtiment, avec qui tous ces travaux n'auraient pas pu être faits aussi bien et aussi vite. Jimmy Lévesque. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jimmy est aussi venu avec, comme vous le voyez devant, des petits objets qui ont une histoire extraordinaire. Messieurs, on va se ramener en 2000. Oui. Le centre Eaton ferme, classé patrimoine national. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau du propriétaire? Au niveau du propriétaire, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pour remettre l'état des lieux ici. Et d'ailleurs, Georges était là du début. Voilà. C'est presque une carrière, ce projet. Oui, depuis 2000. 2000, exact. Oui, tout à fait. Puis moi, je suis juste rentré en 2016 dans le projet à peu près parce que je faisais beaucoup de travaux autour. Puis je suis rentré en 2016, mais en réalité, je suis vraiment rentré dans le projet en 2018 à peu près. Mais l'avant-projet, Georges pourra en parler plus. Tous les tests qui se sont faits ici, un lieu qui a été fermé pendant près de 20 ans, où les toits, il y a eu des... Ça a coulé. Il y a beaucoup de travaux qui se sont faits autour d'ici, de restructuration de façade. Fait qu'il y a eu beaucoup de lieux qui ont été abîmés. Fait que quand on est arrivé et on a repris le projet, c'était vraiment abîmé. Vraiment abîmé. Puis, tu parlais un petit peu d'avant les tests? Oui, bien sûr. En fait, donc, le magasin a fermé en juillet 1999 et il y a tout de suite eu beaucoup d'inquiétudes dans le public sur ce qui allait arriver au restaurant. Des organismes comme Héritage Montréal sont aussi mobilisés pour essayer de s'assurer qu'il y ait une protection et que ce lieu-là soit préservé d'une façon ou d'une autre, malgré les grandes transformations qu'il y avait dans le bâtiment à l'époque pour les ailes de la mode et des commerces aux étages inférieurs puis des bureaux aux étages supérieurs. Exact. Vous nous entendez bien au fond? On va parler plus fort. Alors, on va parler plus fort. Je reviens sur ce que je disais. Donc, 99 juillet, le magasin ferme. Et ce qu'on est en train de vivre avec la baie aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a vécu avec Eaton. En 99, les articles dans les journaux, les inquiétudes, qu'est-ce qui va se passer. On est en train de revivre le même genre d'événement en ce moment avec la baie. Mais très rapidement, dans le public, il y a de l'inquiétude sur ce qui va arriver au restaurant du 9e, à ces espaces qu'on vous fait visiter aujourd'hui. Héritage Montréal aussi participe à une réflexion, à une mobilisation pour s'assurer que le lieu soit protégé d'une façon ou d'une autre, malgré toutes les transformations qui auront lieu dans le bâtiment, qu'il puisse être préservé. Et le ministère de la Culture, donc, a un processus bien particulier pour le classement. Il y a d'abord un avis d'intention de classement. Pendant 1 an, le lieu est protégé, le temps qu'il y ait une analyse sur le fait que ce lieu mérite d'être classé ou pas, parce qu'on ne classe pas comme ça n'importe comment. Donc, ils ont déposé l'avis en 99. 1 an plus tard, ils ont confirmé le classement, donc l'été 2020. À ce moment-là, il y avait déjà la planification, la transformation du reste du bâtiment.
Et Ivano Cambridge a fait appel à Evoque pour analyser ce qu'il y avait au 9e. Qu'est-ce qui était important à conserver, comment le conserver, dans quel état ça se trouve, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc avoir un plan de conservation, le temps de trouver une nouvelle vocation pour les espaces du 9e. Et on a eu de la chance parce que le classement venant tout juste d'être complété au ministère, bien, ils avaient tout leur dossier d'analyse chez eux. Donc, on a pu travailler avec le ministère pour bâtir ce plan-là de conservation. Et donc, le ministère l'a endossé. Et c'est vraiment important de comprendre que dans une situation d'un bâtiment classique qui va être transformé, d'avoir le ministère comme partenaire, c'est absolument essentiel. Donc ça a été, dès le départ, une des conditions gagnantes pour qu'au fil du temps, ce qui s'est réalisé aujourd'hui réalise. Parce que le ministère comprend très bien qu'un lieu fermé est à risque. Un lieu utilisé est beaucoup moins à risque. Donc, cette entente-là était importante dès le départ. Parle-nous, Jimmy, 2 minutes de ces 2 fameux caves que vous avez en bas. Une réservée à ce mobilier classé et cette autre qui est genre une caverne d'Ali Baba. Ben, en fait, ici, ce qu'il y avait, c'est que tout est entreposé ici, même si l'espace était assez abîmé. On avait des salles qui étaient réservées à tous les items qui étaient d'anciens événements, et tous les chaises qui étaient ici dans l'espace, les tables. J'ai comme 462 chaises. Comme ça? Ces chaises-là, exactement. Voilà. Celle-là, elle est d'origine, 1930, dessinée par Jacques Carlu. Et depuis, c'est la 29e construite que j'ai trouvée dans le lot. Donc, on regarde, on ne s'assoit pas dessus, s'il vous plaît, mais elle est là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand on a donné les travaux, ici, il fallait enlever la moisissure, il fallait tout enlever, nettoyer l'espace, parce qu'il fallait rentrer avec des scaphandres. Alors, c'était assez abîmé. On a tout nettoyé, enlevé la moisissure, mais les matériaux, on les a tout nettoyés, on les a envoyés dans 2 endroits. Tous les items qui sont classés sont dans mes sous-sols. J'ai comme 462 chaises, 300 tables, et les chaises ne s'empilent pas. C'est un gros espace. Ça prend un gros espace et d'imagination pour emmagasiner ça. Et on a déplacé aussi des items protégés, comme on voit le livre de recettes ici qu'on a trouvé dans les murs. En démolissant, il était dans les cochonneries de tout ça, puis on a trouvé le livre de recettes. C'est moi, en nettoyant les cochonneries dans des sacs, qui a trouvé le livre. Il y avait, dans les items qu'on a trouvés, il y avait les anciens ledgers et comment on dit ça, un rotateur? Punch clock. Punch clock. En français. Punch clock, c'est ça, qui est là. Il y a beaucoup d'items qui sont encore protégés ici. On a beaucoup de... On peut les voir dans les... comment est-ce qu'on appelle ça? Les archives de l'espace ici. Tout est classé. J'ai une liste d'items classés qui sont tous dans mon sous-sol. Et j'ai un autre local qui est un local d'archives d'items de spectacle. Oui. C'est ce que j'appelle ma caverne d'Ali Baba, là. On trouve de tout. Tous les événements qu'il y avait ici depuis des années, les items ont resté ici. Les gens ne sont pas ramenés. Fait que je les ai toutes. Je les ai toutes en bas dans un local, un autre local. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas très art déco non plus, mais... On va revenir sur cet aspect événementiel un peu plus tard, parce qu'effectivement, vous avez le passé, j'ai envie de dire le présent et le futur, donc on va y aller progressivement. Parlez-nous un peu des grands défis, des grands enjeux, et peut-être même des choses que vous avez dû transformer ici dans cette grande salle. L'aération, qu'est-ce qui a fait que ça c'est d'origine, mais ça ne l'est pas? Je vais partir rapidement. En fait, je ne me suis pas présenté pour de vrai. Jimmy Lévesque, je travaille pour Ivano Cambridge. Je suis gérant de projet principal. On m'a donné le mandat ici. On m'a dit, Jimmy, tu as 1 an et demi pour reconstruire l'espace comme en 1930. Je ne sais pas si vous Votre savez, mission, ça se calcule. Si vous l'acceptez. C'est presque mais ça, sinon ça saute toutes les trucs. Sinon, je te vire. Par chance, c'était déjà commencé. Les plans avaient été faits il y a très longtemps. Fait que j'avais déjà l'architecture de prête. La mécanique était presque avancée. Quand on m'a donné le mandat, il a fallu remettre au goût du jour, parce qu'il y a des plans remis aux normes, et ainsi de suite. Ici, c'était un chantier qui a duré 1 an et demi.
bien entendu, on est arrivé dans les temps parce que j'avais un mariage le 4 avril 2024. C'était ma date. Le 4 avril, on avait une date, il fallait que ça rouvre. Puis c'était un gros mariage. Alors... Sauf que je suis arrivé quelques mois avant et je lui dis non, non, j'ai encore mieux que ton mariage. J'ai le Premier ministre français qui va venir quelques jours avant. Et là, Jimmy, il a fait c'est pas possible. J'ai fait si, dépêche-toi, nettoie. Et le Premier ministre de l'époque, qui était Gabriel Attal, a fait un événement extraordinaire. Plus de 400 personnes qui étaient représentants de la communauté française. Les buffets étaient incroyables. On avait travaillé avec le chef de l'ambassade de France au Canada et ça a été le premier événement officiel du 9e avec le bleu, blanc et rouge. Quelque part, bien sûr, il y a la petite fierté nationale. Vous l'entendez, je ne viens pas du lac Saint-Jean. Mais il y avait quand même cette cohérence entre l'origine de la salle avec Jacques Cardu et la présence des Français. Ils ont été éblouis. Vous connaissez les ors de la République, tous ces grands bâtiments haussmanniens à Paris. Moi, je peux vous assurer que lorsqu'ils sont venus, le Premier ministre en tête, ils étaient ébahis. Parce que l'art déco, ils ne connaissent pas. Et un lieu aussi porteur de cet art-là, qui finalement, dans l'histoire de l'art, n'a pas été très très grand, a été juste un choc pour eux. Ils ne voulaient pas partir. Il avait son avion, il ne voulait juste pas partir. Donc ça, c'était un moment incroyable. J'aimerais quand même revenir sur un élément. On parle de l'architecture. Jimmy ne pourra jamais le dire, mais qu'est-ce qu'il a transformé lorsqu'il est arrivé ? Quelle est cette complicité que vous avez eue? Est-ce que tu peux en parler? Alors, ça a été un long projet. Pour un architecte, c'est assez rare qu'on travaille sur un seul projet pendant 20 ans. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma carrière. Et je vous dirais que la clé du succès, une des grandes clés du succès de ce lieu-là, ça a été une combinaison de joueurs, mais idéale. Et c'est très, très, très précieux pour un architecte d'être placé dans une position où il y a un lien de confiance impeccable avec le gestionnaire de projet, le propriétaire, et avec les entrepreneurs, et avec tous les spécialistes, ingénieurs, conservateurs, les experts. C'est un énorme travail d'équipe, et il y a eu une dynamique vraiment parfaite. Ça a été un rêve, et c'est très, très, très rare. Je vous parlais du partenariat avec le ministère. C'est aussi très rare d'avoir le ministère comme partenaire de cette façon-là. Honnêtement, toutes les planètes sont alignées à partir de 2012, à peu près, avec une nouvelle approche de vocation pour le lieu qui commençait à se concrétiser. Nous, on a pu se mettre au travail très concret de comment on réaménageait les lieux. Et il y a eu quelques itérations, mais effectivement, vers 2019, on a pu vraiment lancer le projet final pour mener au chantier qu'on a suivi ensemble. Exactement. Donc, il ne faut pas sous-estimer dans un travail comme celui-là, l'importance de la dynamique d'équipe. Parce que quand ça va mal, c'est aussi parce que entre les gens qui travaillent au projet, ça ne se passe pas très bien. Et je suis très heureux de le souligner parce que ça a été vraiment, vraiment unique. Puis avec le patrimoine, ça a bien été aussi. Le patrimoine ont très bien collaboré. Parce que comme vous savez, c'est fait en 1930. Les normes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il faut refaire les toilettes, il faut refaire les issues, il faut refaire la mécanique. C'est... les choses. À chaque fois qu'on voit dans cette salle-là, et puis vous l'avez vu par vous-même, le mot « wow » arrive. J'aimerais que chacun, vous puissiez me raconter, en regardant cette salle, un cauchemar. Quel a été, quand vous regardez cette salle-là, l'élément qui fait que vous êtes blanc? C'est impossible. Mais, en fait, moi, je vais le dire avant toi. Vas-y. Je vais le dire avant toi parce que tu vas prendre ma réplique. Le cauchemar, c'est de rentrer tout ce qui est électromécanique. Fait qu'il faut changer les gicleurs, la ventilation, la plomberie, sans rien toucher. Fait que je vous le dis, tout. Toujours en scaphandre ou t'as enlevé ton scaphandre? Non, on a tout enlevé. Ici, il y avait un échafaudage, on ne le voit pas, c'était 100%, je touchais le plafond. C'est un échafaudage complet à cause de la charge. On avait un maximum de tant de personnes dans l'échafaudage. C'était compliqué. Mais c'est l'électromécanique, changer tout ça sans rien toucher. Les côtés ont été conservés, les colonnes conservées. Il fallait repasser de l'électricité dans un espace que ça ne passe pas. Je pense que c'est ça le plus complexe de mon côté, là. Oui, bien, le but d'un projet comme celui-là, c'est de vous amener ici puis que vous ayez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Oui. Mon travail d'architecte en conservation, c'est ça aussi, c'est de
que les gens ne comprennent pas ce que j'ai fait finalement. Mais dans un projet comme celui-ci, il y a 75% de l'effort financier, de l'effort technique, de l'effort d'échéancier qui est sur des choses que vous ne voyez pas finalement. Et dans ce lieu-là, il n'y a rien qui fonctionnait. Il n'y avait pas de ventilation, pas de chauffage, pas de plomberie, pas de système de sécurité. Et comme tu le disais, il faut aussi amener ce lieu-là à des normes qui n'existaient pas à l'époque. Donc, évacuer 500 personnes d'un 9e étage d'un édifice à bureau, ça veut dire travailler sur tous les modes d'évacuation jusqu'au rez-de-chaussée. Ça veut dire aussi, quand on installe le nouveau système, d'aller se relier aux salles mécaniques qui sont sur le toit. Donc, oui, on a fait tout ça pour ce lieu-là que vous visitez aujourd'hui, mais ça a impliqué des branches de travail dans tout le bâtiment. Et ça, c'est en fait le gros du travail, finalement, pour qu'après, on puisse profiter à plein de cette architecture-là qui est très, très émouvante. Mais en tout cas, j'ai eu à donner beaucoup de visites depuis l'ouverture et je me sens très privilégié comme architecte d'avoir pu comprendre comment l'architecture peut impacter les gens, mais dans leurs émotions, dans leur vie familiale. J'ai eu toutes sortes d'anecdotes, des gens qui se rappelaient du lieu. Et ça, c'est rare aussi comme architecte qu'on a accès à tout ça. Et je me sens très, très privilégié de ce point de vue-là aussi. Je vais répondre à ma propre question, mais qui était venu au 9e avant que ça ferme? Ah oui. Et racontez-moi un peu une émotion, un souvenir. Du 9e, donc le fait de rentrer dans cette salle-là, et puis c'était assez démocratique à l'époque, donc tout le monde rentrait, c'était un peu buffet, c'était très accessible, donc c'est vraiment l'effet de wow quand on rentre dans la salle. Qui avait levé la main? Une petite anecdote. Ben, moi, en fait, c'est des souvenirs. Je venais avec ma sœur, ma mère et ma grande-tante. Je suis très émue parce que c'est ça, c'était les nappes, les serviettes. Puis c'était, comme monsieur disait, quand même accessible là, à l'époque. C'est des beaux souvenirs. Je trouve ça merveilleux que vous avez refait ça. Parce que... Il y a de l'émotion, je vous le confirme. Oui. Quand, il y a 1 an et demi, Ivanhoé Cambridge est le propriétaire. Et quand, effectivement, la décision des travaux a été donnée, ils se sont immédiatement projetés sur le What Next. Puis c'est là où Ivanhoé Cambridge a fait appel à la communauté des restaurateurs montréalais en leur disant « J'ai une super salle restaurant de 600 places, on sort de la pandémie, qui c'est qui prend ?» C'est ça. Et là, les restaurateurs, ils ont fait « On ne veut pas, ça ne marche pas. Un restaurant, on sort de la pandémie, 600 places, ça ne marche pas. » Et il y a un groupe qui est venu, qui est un groupe derrière lequel les restaurants Montréal à succès que vous connaissez sûrement, Joe Beef, 20 Papillons, McKinnon, etc., ont dit « Nous, on veut bien, à la condition que le restaurant ne soit pas dans la grande salle, mais dans cet espace qui était un peu plus une cantine pour un salarié ou un déambulatoire à l'époque. L'espace par lequel vous êtes rentré, qui est aujourd'hui le restaurant Île-de-France, a eu plusieurs... C'était le salon de thé. Le salon de thé. Donc on va faire un salon de thé. Le bureau du directeur, on va en faire un bar à cocktail. Et la grande salle va devenir événementielle. Bon, il y a 1 an et demi, mon entreprise, Ulism, est sollicitée, nous qui sommes des organisateurs d'événements d'affaires, de dire mais comment est-ce qu'on l'organise? Et puis moi, mon cauchemar, ça a été lorsque j'ai fait exactement ce que vous avez fait. Quand je suis allé aux toilettes des dames, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, il y a 3 marches. Ça ne marche pas 3 marches aujourd'hui avec les accès handicapés. On fait ça comment? Ce genre de détails. Vous êtes dans un lieu événementiel qui n'est pas événementiel. C'est un restaurant. Les toilettes des hommes d'un bord, les toilettes des femmes là-bas. Il a fallu construire des toilettes universelles, accessibles pour fauteuils roulants. Vous voyez? On n'a pas le droit d'accrocher quoi que ce soit. Toutes les salles événementielles dans lesquelles vous allez ont tous des racks pour accrocher, ce qui fait que les organisateurs qui viennent n'ont pas à dépenser ça. Ici, il faut tout amener. Pourquoi? Parce qu'on a de l'obligation du gouvernement, à chaque fois qu'il y a un événement, de ramener la salle exactement dans l'état d'origine. Et ça, d'un point de vue organisation d'événements, c'est ça mon gros cauchemar. C'est de me dire qu'à chaque fois, je dois vendre cette salle
dans l'état dans lequel il faut qu'ils amènent tout. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Ce qu'on a quand même fait, c'est qu'on a quand même réussi à se projeter un peu dans l'avenir. On en parlait avant que vous arriviez. Aujourd'hui, vous vivez des choses extraordinaires dans des lieux qui sont de plus en plus immersifs. Regardez la grande cathédrale avec ses spectacles et tout. Ça veut dire qu'il y a des projecteurs qui sont installés et cachés pour faire que le lieu est sublimé par des projections qui rendent ces lieux complètement immersifs. Ce sera le 9e 2.0. On est déjà en discussion avec les 7 doigts de la main. On est déjà en discussion avec Moment Factory pour que ce lieu-là puisse devenir une vraie salle de spectacle dans le respect total de son identité art déco. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'y est pas encore. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Georges, ils sont garants et ils ont l'obligation de respecter à 100% l'art déco. Et il n'y avait pas des projecteurs à l'époque. Donc c'est ça qui va être très intéressant, c'est de voir, vous revenez ici dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, ça risque d'avoir progressivement bougé, pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est un peu l'esprit que l'on veut avoir, qu'on veut que cette salle ait. Le premier événement qui a eu lieu, qui était le bal du musée de Macor, qui est considéré comme l'un des plus grands événements à Montréal, avec les plus grandes personnalités, a été un succès d'un point de vue organisation. Mais les projections qui ont été faites ont été pensées par rapport à une boîte noire, parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir. On était en travaux. Par contre, il y a 3 semaines, le bal de la Chambre de commerce qui a été organisé ici, sur lequel on travaillait depuis près d'1 an, a été, entre guillemets, magnifique aussi, mais dans le respect total de l'architecture, parce que tous les éclairages avaient été faits pour magnifier ce lieu et faire qu'il y avait justement cet aspect immersif, ce concept avec une scène centrale, des gens qui tournaient, des gens qui pouvaient se lever, le dessert qui était à côté. Tout avait été fait pour que justement les invités puissent vivre le 9e et entièrement le vivre. On veut aller dans cette direction-là. L'autre direction qu'on veut, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, c'est qu'on ne veut pas que ce lieu se coupe de la population montréalaise. Rappelez-vous, au début, les grandes fortunes venaient. C'est qu'à partir des années 60 que la population y avait accès. Avant, c'était réservé à une certaine élite. On ne veut pas revenir à ça. Vous le voyez sur les tables, on vous a mis des petits menus. Très honnêtement, c'est pas si cher que ça. On veut que ce lieu reste accessible. On organise, et je vous invite à vous renseigner, des spectacles de musique classique, Fever, qui sont extraordinaires, les chandelles. C'est une $40 la place. Vous avez tout un spectacle qui vous est proposé dans cette salle-là, avec la hauteur sous plafond. Ce sont des moments qui sont juste magiques. On est toujours en discussion avec Héritage Montréal pour que des visites soient organisées et faire que vous, comme nos enfants, puissent venir et comprendre, apprendre, voir ce qu'est l'art déco. On a une salle qui est unique au Canada. Et on veut être capable de la partager. C'est vraiment la vision que l'on a. Le restaurant continue à vivre. Le restaurant est ouvert 6 jours sur 7. Les brunchs du week-end, je ne suis pas en train de vous le vendre, un petit peu quand même, mais c'est vraiment un lieu qui vit de plus en plus. On en est fiers et on va l'amplifier. Ça fait à peine 1 an qu'on est ouvert et on veut vraiment que les gens se disent « Je suis venu au 9e, je suis fier d'y venir, il faut que vous veniez ».